Rien ne semblait ébranler Notre-Dame, indissociable de notre histoire et de notre littérature. La cathédrale a survécu pendant 8 siècles aux événements les plus sanglants. Ni les troubles de la Révolution française, ni les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ne l'ont fait sombrer. Immortelle, intouchable, pensait-on. Pourtant, le lundi 15 avril 2019, nous assistions impuissants à son embrasement. La flèche de la cathédrale est rouge, mais également la charpente qui est juste en dessous, et on voit les flammes qui sont vraiment en train de dévorer, qui ont déjà parcouru toute la charpente et qui sont maintenant au niveau de la pierre, au niveau de la base, au niveau des tourelles. Ça n'est que matériel, mais c'est terrible, c'est tragique. Je pense comme tous les Français être en deuil là. Les images que j'ai vues me bouleversent, me peinent, me révoltent. Je pensais pas voir un jour Notre-Dame de Paris en flammes. Ce soir-là, Parisiens, touristes et personnalités politiques se ruent à son chevet. Les flammes progressent, Notre-Dame se meurt. Le monument le plus visité d'Europe part en fumée devant les yeux horrifiés du monde entier. On pense assister aux dernières heures du monument, mais face à la consternation, Emmanuel Macron annonce qu'elle sera reconstruite. Plus belle encore, dans 5 ans, un Paris fou. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Je suis Pascal Praud et vous écoutez Le Grand Défi de Notre-Dame, un podcast Europe 1. Épisode 1, après le choc, un chantier colossal. Nous sommes le lundi 15 avril 2019, c'est une belle journée de printemps, l'île de la Cité est bien animée. Après leur travail, comme d'habitude, de nombreux Parisiens se rejoignent sur les quais pour profiter des derniers rayons de soleil et se mêlent aux nombreux touristes venus admirer Notre-Dame en pleine restauration. D'imposants échafaudages d'ailleurs ont été installés pour l'occasion. À l'intérieur de la cathédrale, des fidèles sont venus assister aux vêpres. Une célébration particulière en ce début de Semaine Sainte, celle qui précède Pâques. À 18h20, une première alarme incendie retentit. Personne n'y prête vraiment attention, d'autant qu'aucun départ de feu n'est localisé par les équipes de sécurité. Mais 23 minutes plus tard, une seconde alarme résonne dans la cathédrale. Cette fois, plus de doute, une épaisse fumée noire s'échappe du toit et de la flèche. Notre-Dame brûle. Les pompiers arrivent sur place pour maîtriser l'incendie. Ils sont plus de 400. Certains s'engagent à l'intérieur pour sauver ce qu'ils peuvent. D'autres, armés de lances à eau, juchés sur des grues à 90 mètres de haut, tentent d'atteindre les flammes qui dévorent la charpente. D'autres encore, au péril de leur vie, montent dans la tour nord. Il faut agir vite pour empêcher la progression du feu. L'enjeu est primordial. Si les tours et les cloches s'effondraient, elles emmèneraient tout dans leur chute. Vers 20h, malgré tous les efforts des pompiers, les flammes atteignent la célèbre flèche de Viollet-le-Duc, ajoutée en 1859 par l'architecte français. La flèche chute, un spectacle effroyable. On a commencé à voir de la fumée noire qui sortait d'échafaudage. Ça a été vraiment très très vite. La fumée s'est vraiment propagée à une vitesse folle. Il y a eu des morceaux de briques qui sont tombés à terre. Les poutres, on les a vues tomber une à une. On a entendu le bruit. Enfin, c'est terrible, quoi. Le clocher est tombé en un seul morceau. Un crépitement, une grande fumée blanche qui s'est propagée de l'extérieur. C'est un désastre pour tout le monde. J'ai vu beaucoup de gens très émus. Et c'est vraiment désastreux. Ce ne sera plus jamais comme avant. Vous avez des pièces uniques, vous avez des reliques, vous avez des tas de choses avec un sentiment profond d'attachement. Des histoires familiales, c'est quelque chose qui représente beaucoup pour énormément de monde. Regardez ça, ça repart. Pourvu qu'ils arrivent à préserver la façade, c'est pourquoi on prie. Dans la foule, beaucoup peinent à retenir leurs larmes. D'autres, place Saint-Michel, chantent et prient la Vierge Marie. Sur Europe 1, Stéphane Bern ne cache pas son émotion. Oui, je pense comme tous les Français être en deuil là. Les images que j'ai vues me bouleversent, me peinent, me révoltent. Je pensais pas voir un jour Notre-Dame de Paris en flammes.
c'est un symbole de la nation, évidemment un symbole de notre patrimoine qui est en train de partir en fumée. C'est absolument dramatique. Je comprends là et je partage évidemment l'angoisse, la peine de tous les Français qui, vous savez, c'est comme une personne que l'on aime, on n'y a pas fait tellement attention et tout d'un coup on la voit disparaître et on se dit peut-être que j'aurais dû lui dire que je l'aimais davantage. Notre-Dame de Paris est constitutive de notre histoire. Il faut savoir que c'est une charpente elle a été construite au début du XIIIe siècle avec des arbres qui ont été plantés il y a 1000 ans. Et de voir tout ça partir en fumée, c'est quelque chose qui est insupportable. Ça nous rappelle certes notre condition de pauvres mortels, mais tout de même, je pensais qu'elle survivrait à tout. Elle a survécu aux guerres, aux drames, aux révolutions. Et là, en temps de paix, alors que les échafaudages essayent de lui apporter de nouvelles jeunesses, eh bien, elle sombre dans l'incendie le plus dramatique. Je sais pas, j'ai pas de mots. Les images de Notre-Dame, ravagées par les flammes, font rapidement le tour du monde. À l'étranger aussi, la scène provoque un déchirement. Le Vatican exprimait hier soir son incrédulité, sa tristesse, et dans les rues de Rome, l'émotion était également au rendez-vous. Quand j'ai vu les images, ça m'a paralysée. Mon Dieu. C'est bouleversant, d'autant plus pendant des travaux qui auraient dû rendre sa splendeur à une œuvre architecturale déjà splendide. C'est doublement triste. C'est comme si le Colisée était parti en fumée pour nous, les Italiens. C'est même comme si c'était le Duomo de Milan qui brûlait. Ou pire, c'est comme si la coupole de Saint-Pierre du Vatican s'effondrait. Ce sont des symboles importants du catholicisme, des chrétiens. Cet incendie, c'est un coup porté à la France. Et même au-delà du symbole catholique, c'est un drame. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est un patrimoine de l'UNESCO. C'est aussi un symbole de Paris qui a brûlé, un symbole de l'élégance et de la classe de l'art français. La photo de la flèche brisée par les flammes sera à la une du New York Times ce matin. Hier, au plus fort de l'incendie, les grandes chaînes généralistes NBC ou CBS ont interrompu leur programme de l'après-midi pour passer en édition spéciale. CNN et les autres chaînes d'infos ont-elles enchaîné les heures de direct. Il faut dire que tous les Américains connaissent Notre-Dame. Cette mère de famille de Brooklyn, par exemple, a visité la cathédrale quand elle était enfant. Je me sens triste pour le monde, dit-elle. Je ne pensais pas que ça m'affecterait à ce point-là. On a vu ressurgir ici les photos des GI devant Notre-Dame à la Libération de Paris. L'archevêque de New York est allé prier à la cathédrale Saint-Patrick, autre monument gothique. Barack Obama a tweeté une photo de lui et de sa famille allumant un cierge à Notre-Dame. Et Donald Trump a pris le temps de réagir. Notre-Dame Cathedral. C'est l'un des plus grands trésors du monde, a-t-il dit. Un peu plus tôt sur Twitter, le président américain avait voulu se mêler des opérations de secours, conseillant, je le cite, d'envoyer des bombardiers d'eau. La sécurité civile française lui a répondu par un tweet en anglais, lui expliquant poliment qu'une telle action détruirait la structure de la cathédrale. Un peu avant 23h, l'acharnement des pompiers finit par payer. Le général Jean-Claude Galère, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, annonce que les tours sont sauvées. Au moment où on croit que c'est perdu, on voit les deux beffrois qui se dressent et les flammes. Alors les flammes de la charpente, elles étaient encore assez hautes, elles étaient une vingtaine de mètres. Et les pompiers, on peut les distinguer pour deux choses. Une part avec le casque qui scintille et la lampe de casse, c'est la petite luciole. Je pense que c'est gagné parce que la détermination dont ils font preuve dans leur progression, en fait, elle est nettement perceptible, même à 100 mètres sur le parvis, parce qu'on le voit avec la position des casques. C'est-à-dire, on ne voit pas de doute. Il y a le vide 45 mètres à gauche, ils ont 20 kilos de matériel, et il y a les flammes chez moi, c'est bon, c'est gagné. Ça va passer juste, mais c'est gagné. Ce soir-là, je pense que chacun des intervenants était conscient de cette part de sacré et qu'elle était menacée. Et ils vont y arriver, sans disparition et sans blessés graves, ce qui relève du miracle quand même. Ce soir-là, Emmanuel Macron avait prévu une allocution pour donner des éléments de réponse après 5 mois de crise des Gilets jaunes. Face à l'émotion de l'incendie, le chef de l'État annule sa prise de parole et se rend au chevet de Notre-Dame, aux côtés des pompiers. Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations.
Cette histoire, c'est la nôtre. Alors elle brûle. Elle brûle et je sais cette tristesse, ce tremblement intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. Cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et le projet que nous aurons pour les années à venir, mais je m'y engage, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons Notre-Dame, parce que c'est ce que notre histoire mérite, parce que c'est notre destin profond. Au total, les pompiers ont combattu sans relâche les flammes pendant 15 longues heures, 15 heures. Ce n'est que le lendemain matin, à 9h50, que le feu est déclaré éteint. Le bilan humain relève du miracle, aucun mort n'est à déplorer, seul un pompier a été gravement blessé. Europe 1. Je vous présente le caporal-chef Myriam Sudzinski. Elle a 27 ans. Elle est arrivée lundi soir à Notre-Dame parmi les premiers. Elle a combattu le feu pendant 9 heures toute la nuit. C'est un corps à corps dont les pompiers sont sortis victorieux et c'est elle qui raconte. On s'imaginait pas en fait. Les flammes de plusieurs mètres de haut, je me suis dit mais comment on va faire quoi ? Déjà il faut savoir que pour monter tout là-haut, c'est dans des escaliers noirs en colimaçon. Très, très étroit avec nos tuyaux, l'aérie, la tenue de feu. Et on a la mission d'établir la lance, d'enrayer les propagations. Mais ça se propageait à une vitesse fulgurante. On est obligé de reculer à chaque fois, on reculait le point d'attaque. Et à un moment, on est obligé de se replier dans l'escalier. On ouvre la porte, on voit la toiture totalement embrasée. Voilà, donc on essaie d'arroser au maximum. Il n'y a rien à faire, tout s'effondre. Quand on voit la vitesse de propagation, avec nos 2 petites lances, on se sent totalement ridicule. À un moment, on entend un bruit, mais un énorme bruit. Et apparemment, c'était la flèche qui était en train de s'effondrer pas loin de nous. C'est pour ça qu'après, on a eu l'ordre d'évacuer d'urgence parce qu'il y avait un risque d'effondrement. En fait, c'est quand on a quitté les lieux de l'intervention, quand on voit les gens nous applaudir, ça fait bizarre parce qu'on se rendait pas compte. On est rentré à la caserne à 4h du matin, on met la télé. Je commence seulement à prendre conscience en fait que voilà, j'ai fait le feu à Notre-Dame. Jamais je me serais imaginé faire un feu là-bas. Au lendemain de l'incendie, c'est l'effroi. Lorsque sonne l'heure de constater les dégâts, le sol de la cathédrale est jonché de débris calcinés. La voûte, éventrée, laisse voir le ciel. Notre-Dame a perdu sa flèche, sa charpente et son toit. On s'inquiète alors du sort des œuvres à l'intérieur de l'édifice. À 96 mètres de hauteur, au sommet de la flèche de Notre-Dame de Paris, il y avait un coq qui servait de girouette et qui renfermait surtout l'une des pièces les plus précieuses, une des 70 épines de la couronne du Christ, accompagnée de 2 reliques. Tout cela a brûlé avec la flèche de la cathédrale et est définitivement perdu. Mais le trésor, lui, a pu être sauvé, la couronne d'épines du Christ, ainsi que la tunique blanche de Saint-Louis qui date du XIIIe siècle. Dans chaque chapelle de la cathédrale, il y avait des peintures du XVIIe où chaque mois de mai, les plus grands peintres de l'époque dessinaient des thèmes religieux. Ces œuvres, grâce aux pompiers, ont pu être transférées jusqu'à l'hôtel de ville, explique Emmanuel Grégoire, adjoint à la mairie de Paris. On ne peut pas à l'heure qu'il est vous dire ce qui a été sauvé, etc. Le maximum a été fait dans l'urgence avant l'effondrement toiture. On est heureux d'avoir pu en sauver un peu, mais évidemment les dégâts seront très importants. Une petite consolation toutefois, les 16 statues en cuivre situées au-dessus de la charpente depuis le 19e siècle avaient été décrochées il y a quelques jours pour être restaurées. Heureusement, tous les joyaux de Notre-Dame n'ont pas été réduits en cendres. Nombre d'entre eux ont pu être extirpés par les pompiers avant que la charpente ne s'effondre. Le grand orgue, lui aussi, a été sauvé. Il est resté indemne, malgré l'intensité de l'incendie. L'orgue n'a pas reçu une seule goutte d'eau. Alors il a pris de la suie, de la poussière, il est totalement inutilisable, mais rien n'a brûlé, rien n'a fondu. C'est donc un immense soulagement pour Olivier Latry, l'un des 3 organistes actuellement en Allemagne où il donne une série de concerts. Maintenant je suis un peu rassuré. On ne sait jamais ce qui peut se passer. La cathédrale est extrêmement fragile. Il y a un pignon qui menace de s'effondrer. Selon où il tombe, pourrait tomber sur l'orgue. En quoi cet instrument il est si différent des autres ? D'abord, c'est l'instrument de la cathédrale Notre-Dame. Il est exceptionnel aussi parce qu'il a été restauré tous les 25 ans depuis le début du XVIIe siècle. Jusqu'à encore récemment, il y a 5 ans, il a eu son dernier lifting, j'allais dire. Et à chaque fois, les facteurs ont toujours préservé ce que les précédents avaient fait pour en garder que le meilleur. Et justement, l'orgue de Notre-Dame, c'est toujours
situé, hissé, et un niveau de perfection absolument incroyable. Je dirais que c'est un instrument transcendant, un instrument de superlatif. Après le bilan, vient le temps des questions. Comment Notre-Dame a-t-elle pu prendre feu? Une enquête est ouverte dès le soir de l'incendie. Très rapidement, la piste criminelle est écartée. Les premiers éléments recueillis orientent les autorités vers un départ de feu accidentel. L'incendie serait lié aux travaux de rénovation en cours sur le toit de la cathédrale. Notre-Dame est encore en proie aux flammes lorsque commencent les premières audiences des ouvriers. Franck, conducteur de travaux, a quitté le chantier depuis à peine 1 heure quand l'architecte lui demande de revenir d'urgence. Arrivé derrière les cordons de sécurité, la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder l'incendie, quoi. Et quand la flèche s'est effondrée, on m'a ramassé la petite cuillère à côté du parvis parce que moi je me suis effondré complètement. J'ai dit ça y est, c'est foutu. C'est au moment où j'entends la police en fait, qui explique à un de ses collègues comme quoi les pompiers ont du mal à accéder et tout, où là l'adrénaline prend le dessus. Il faut être réactif, on peut aider, on peut faire quelque chose, on peut au moins essayer de sauver ce qui reste à sauver, quoi. J'ai escaladé la grille de Notre-Dame pour pouvoir ouvrir la porte aux pompiers qui puissent accéder à la Saint-Christie. On a pris le chariot élévateur, on a défoncé les grilles pour qu'ils puissent pénétrer avec les camions, qu'ils puissent sortir les œuvres d'art. On entend l'émotion de cet ouvrier qui travaille sur ce chantier depuis plus d'1 an, suivi quelques heures plus tard d'un deuxième coup de massue. Oui, c'est l'arrivée de la brigade criminelle. Franck, qui a tout tenté pour sauver Notre-Dame, est embarqué par la police pour s'expliquer. Il doit être 23h quand mon patron arrive en fait. Franck il me dit ça va se corser maintenant, il me dit je te présente le commissaire de la police judiciaire et là ils nous disent vous nous suivez, vous partez en audition sur le champ. Moi à l'instant là je pense qu'on me considère comme coupable. Ça dure combien de temps cette première nuit d'interrogatoire? Elle dure 7 heures, elle fait 23h, je suis sorti de là-bas, il était 6h. Je réalise aux 20h, c'est quand je vois que le premier titre des journaux c'est les ouvriers pour le moment libérés. On avait l'impression d'être des criminels. Ça a été la première chose qui a été dite, l'incendie est dû au chantier. Je cherche toujours à savoir ce qui s'est passé. Tant que je ne savais pas ce qui s'est passé, j'aurais toujours un sentiment de culpabilité. 5 ans après, les causes de l'incendie restent d'ailleurs toujours à déterminer. Une modélisation 3D à partir d'images prises sur le site est en cours pour identifier les scénarios possibles de progression du feu. Les investigations ont tout de même mis en lumière des failles dans le système de sécurité. Ce sont ces failles qui auraient retardé l'intervention des secours. Le lendemain de l'incendie, une incertitude règne. Est-ce que Notre-Dame retrouvera un jour de sa superbe? Lorsqu'il est arrivé au chevet de la cathédrale en flammes, Emmanuel Macron s'est immédiatement engagé à la rebâtir. Une souscription nationale est lancée dans la foulée. Les soutiens et les dons affluent de toutes parts et de tous les pays. Angela Merkel a proposé tout à l'heure l'aide de l'Allemagne. Voir cette église majestueuse, le cœur de Paris en flammes, nous a tous profondément touchés. Notre-Dame n'est pas seulement le symbole de la chrétienté en France, c'est aussi celui d'un héritage européen commun que nous partageons. C'est pourquoi nous sommes naturellement prêts à participer à la reconstruction, y compris en envoyant sur place des experts allemands qui ont l'expérience dans le domaine. Car nous, les Allemands, avons vraiment suivi de manière intense ce qui s'est passé hier à Paris. Et puis la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est évidemment réjouie de tous ces dons. On l'écoute. C'est extraordinaire de voir l'élan de solidarité, bien sûr des Français, des Parisiens, au-delà bien sûr de la communauté catholique. Il y a vraiment une volonté du monde entier. On a reçu des messages du monde entier, tous mes collègues maires, certains ont éteint des monuments, d'autres les ont éclairés pour être avec nous en solidarité. Et puis beaucoup de personnes qui veulent venir donner, contribuer à la restauration de ce monument qui est comme une personne vivante. Notre-Dame de Paris, c'est une personne vivante, elle fait partie de Paris. C'est notre histoire, mais c'est aussi notre quotidien. Donc ça fait chaud au cœur de voir combien tout le monde y est attaché et se mobilise. De grands groupes français n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour reconstruire Notre-Dame, mais cette générosité est loin de faire l'unanimité.
Près d'1 milliard d'euros de dons ont parallèlement déjà été récoltés, des dons qui font polémique, notamment en raison de la défiscalisation. Bernard Arnault offre 200 millions d'euros. Le patron du groupe LVMH juge consternant de se faire critiquer. Une partie de cette somme est donnée par la société familiale, et société familiale qui n'a pas de chiffre d'affaires, donc la loi en question ne s'applique pas. Et concernant LVMH, elle ne s'applique pas non plus, dans la mesure où nous avons déjà la Fondation Louis Vuitton qui utilise la loi mécénat au maximum possible. Donc il s'agit d'une fausse polémique, et je dirais c'est assez consternant de voir qu'en France, aujourd'hui, on se fait critiquer, même quand on fait une œuvre d'intérêt général. Franchement, ou dans beaucoup d'autres pays, on serait plutôt félicité. L'enveloppe de dons est généreuse, mais les travaux restent néanmoins colossaux. Combien d'années seront nécessaires pour tout restaurer ? 24 heures seulement après le début de l'incendie, l'objectif fixé par Emmanuel Macron surprend tout le monde. Et je vous le dis ce soir avec force, nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. 5 ans pour reconstruire Notre-Dame ? Un délai qui interroge et un projet de loi d'exception qui divise. Dans une tribune publiée dans le Figaro, 1170 conservateurs, architectes et professeurs interpellent le président. Ils l'appellent à la prudence. Oriane Beaufils, nous parlions hors antenne de l'unanimité finalement dans le monde du patrimoine contre cette volonté d'aller vite et de s'affranchir de certaines normes. Une chose qu'il faut souligner, c'est qu'il y a à peu près 400 signataires qui sont conservateurs du patrimoine, attachés de conservation, architectes des bâtiments de France, des employés du ministère de la Culture. C'est énorme, hein, c'est presque, non, c'est pas tout à fait la moitié, mais c'est pas très loin de la moitié, du tiers. C'est un chiffre énorme pour des professions qui restent normalement assez réservées. Ça montre bien qu'il y a une inquiétude et un souci de placer la conscience patrimoniale plus haut que toutes les autres. Alexandre Gady, cette mesure, cette loi prévue, on va revenir dessus en détail, met en danger l'intérêt public ? C'est-à-dire que ce qui n'est pas très clair dans la démarche du gouvernement, c'est que donner un cap, c'est bien, mais proposer pour tenir ce cap un certain nombre de dérogations à tout ce qui existe. C'est-à-dire que, en quelques mots, si vous voulez, on a l'impression que le ministère de la Culture n'existait pas, que la Direction Générale du Patrimoine n'existait pas, qu'il n'y avait pas de budget puisqu'on a fait l'aumône immédiatement, qu'il n'y avait pas d'experts, qu'il n'y avait pas de commission des monuments historiques qui travaille depuis 1837, que toute cette expérience-là disparaissait en une phrase du président. Et donc, c'est vrai que je comprends qu'il y ait quand même une certaine forme d'angoisse, d'autant que la plupart des choses prévues par la loi existent déjà. Comme par exemple le fameux établissement public ad hoc pour Notre-Dame. Il y en a déjà 2 dans le ministère qui sont chargés de faire de la maîtrise d'ouvrage. Donc pourquoi recréer encore une machine évidemment très lourde, parce qu'un établissement public ça se crée pas comme ça en claquant dans les doigts. Et donc pourquoi au fond ne pas utiliser les procédures traditionnelles courantes qui ont fait leur preuve sur d'autres chantiers ? On ne peut que se réjouir de cette dynamique enclenchée par le président de la République, de cette volonté politique. On peut surtout penser que sur le coup de l'émotion, on a envie de se dire on va la reconstruire, elle sera plus belle pour rassurer. Après, le mot de reconstruire s'applique à un édifice qui se serait effondré. Ce n'est pas le cas. La cathédrale tient debout, ça c'est la première chose. Plus belle encore, c'est un peu ambitieux, c'est un peu présomptueux, c'est un peu... Plein de choses, ça veut rien dire en fait, plus belle encore. Et puis en 5 ans, c'est se fixer une deadline. Il n'y a pas de deadline, surtout 24 heures après un sinistre. On a l'impression d'avoir même pas pu faire le deuil de ce qui s'était passé, ça c'est la première chose, et même pas pu faire de diagnostic. Vous n'allez pas à la pharmacie acheter des médicaments avant d'avoir eu le diagnostic de votre médecin. Je sais bien que maintenant il y a Doctissimo, mais enfin quand même, on préfère l'avis réel d'un médecin. Après l'union nationale provoquée par l'émotion de l'incendie, bien vite, des tensions apparaissent, les discussions autour de la reconstruction crispent le débat. La tâche s'avère compliquée, surtout quand des imprévus viennent se mêler aux divergences.
c'est quand même assez questionnant de voir qu'à Notre-Dame de Paris, on va essayer quelque chose, on va tenter quelque chose. Les chantiers d'abord, sont-ils complètement arrêtés? Est-ce que l'objectif de reconstruire la cathédrale en 5 ans avec ce coronavirus est toujours tenable à vos yeux? Les travaux sont à l'arrêt depuis le début du confinement. Malheureusement, on s'apprêtait à descendre l'échafaudage qu'on voit depuis 1 an et qu'on espère descendre depuis 1 an. Voilà, on est dans l'attente. Il y a un protocole lorsqu'on restaure et ce serait bien que la France fasse attention à respecter cette déontologie de la restauration pour pouvoir produire une restauration exemplaire. Je lui ai déjà expliqué plusieurs fois, et je le ferai de manière plus qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse pour que nous puissions sereinement faire le meilleur choix pour Notre-Dame, pour Paris, pour le monde. Le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris était dévorée par les flammes. Le feu l'a amputée de son toit, de sa charpente et de sa flèche. Ce tragique spectacle qui a ému le monde entier a provoqué un impressionnant élan de solidarité. Plus de 800 millions d'euros ont été récoltés en moins de 48 heures. Dans la foulée, le président Emmanuel Macron annonce que la cathédrale sera rebâtie, plus belle, encore, dans 5 ans. Un pari qui est loin de faire l'unanimité et à ces tensions vont venir s'ajouter des imprévus. Début 2020, l'épidémie de coronavirus vient bousculer tous les plans. Je suis Pascal Praud et vous écoutez Le Grand Défi de Notre-Dame, un podcast Europe 1. Épisode 2, 1 contre la montre. Notre-Dame n'a pas sombré. Les dégâts ont été circonscrits grâce à l'intervention héroïque des pompiers. Mais Notre-Dame ne s'en est pas sortie indemne. Elle est éventrée, défigurée. C'est un chantier titanesque qui s'annonce et l'enjeu est de taille. Les yeux du monde entier sont rivés sur cette reconstruction. Plus de 150 pays ont participé à la souscription nationale pour financer ces travaux. Cette mission, à haute responsabilité, est confiée au général Jean-Louis Georgelin, ancien chef d'état-major des armées. C'est à lui que le président Emmanuel Macron a confié la supervision des travaux. Est-ce que c'est parce qu'il y avait plein d'avis différents et qu'il fallait un homme à poigne pour trancher? Il fallait réaliser une unité de commandement pour que l'on puisse réaliser ce chantier dans les meilleures conditions à la fois de sécurité et de timing. Si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle il a souhaité qu'il y ait ce que j'appelle une task force, même si le mot ne plaît pas à tout le monde, comme on le fait chez nous, en armée, et une task force qui regroupe tous les moyens et qui est à sa tête un patron qui réalise une unité de commandement. Une unité de commandement, mais sous l'œil bienveillant, naturellement, de tous les parties prenantes à ce genre de chantier. Avant de commencer la restauration de Notre-Dame, la première étape est avant tout de sécuriser l'édifice. Pour les experts, c'est un mikado géant. Même si Notre-Dame est debout, elle reste très fragile. À l'aide de caméras thermiques et de lasers, les pompiers scrutent chaque recoin qui pourrait reprendre feu ou s'effriter. Les pignons, ces voûtes qui forment le plafond de la cathédrale, sont particulièrement scrutés. À 33 mètres de haut, leur équilibre est précaire. Les visites des experts se font donc au compte-gouttes, casque sur la tête, accompagnés obligatoirement par les pompiers et dans des zones bien précises, explique le lieutenant-colonel Gabriel Plus, le porte-parole des pompiers. Alors rentrer dans la cathédrale aujourd'hui, c'est pas possible. Le pignon nord pourrait être déstabilisé par un coup de vent. Il y a 3 trous béants dans la voûte, donc il va falloir la couvrir. Il va falloir renforcer ces pignons en enlevant un certain nombre de statues qui pouvaient alourdir ce pignon et donc provoquer sa chute. Il faut également enlever les décombres à l'intérieur de la cathédrale, mais il est impossible de pénétrer sous les voûtes. Leur état ne le permet pas. Des robots sont donc utilisés pour retirer les poutres et les blocs de pierre. Un tri est effectué dans les décombres pour identifier des vestiges. Pendant 2 ans, les équipes vont inventorier tout ce qui a pu être récupéré. En parallèle, des travaux de consolidation sont menés pour empêcher tout risque d'effondrement. La grande rosace entre les 2 tours est intacte, mais les 2 autres rosaces, celles qui sont sur les 2 côtés de Notre-Dame, qu'on appelle les roses, ont-elles été fragilisées. Les vitraux ont été noircis par la fumée, mais l'urgence, c'est la pierre qui entoure les vitraux et qui menace de tomber. C'est pour ça que les 2 roses viennent tout juste d'être recouvertes d'un filet. Charlotte Hubert est l'architecte en chef des monuments historiques.
On leur met des filets par sécurité. Parce qu'il peut y avoir quand même... L'ensemble de la cathédrale a pris énormément d'eau. On n'est jamais à l'abri d'une chute d'un morceau de joint dans la rose. Des choses qui peuvent arriver, qui sont pas graves, hein. Sauf si quelqu'un se le prend sur la tête quand même. Il peut y avoir un petit morceau de pierre qui se décroche parce que ça a pris plein d'eau, ça va s'assécher. Donc c'est vraiment des épiphénomènes, mais par sécurité, on met un filet, quoi. L'une des phases de consolidation les plus impressionnantes est le cintrage des arcs-boutants. Dans les églises gothiques, les arcs-boutants ont pour rôle de contrebalancer le poids que la voûte et la charpente exercent sur les murs. Mais avec l'effondrement de la toiture, le poids des arcs s'est mis à reposer uniquement sur les murs. C'est donc pour annuler cette poussée et éviter un effondrement que de grands cintres en bois sont positionnés sous les 28 arcs-boutants de Notre-Dame. Une opération délicate qui va durer 8 mois. Une attention particulière est aussi portée sur l'échafaudage installé avant l'incendie. Il a résisté à la chute de la flèche. Mais avec l'intensité des flammes, certaines de ces pièces se sont soudées entre elles. S'il venait à s'effondrer, il pourrait entraîner avec lui toute la croisée du transept. Il est donc nécessaire de le consolider avant de le démonter. Les divers travaux de consolidation sont en cours, mais le chantier est contraint de s'arrêter le 25 juillet 2019 en cause une pollution au plomb. Les flammes ont provoqué la fonte et la libération de particules de plus de 400 tonnes de plomb. L'arrêt du chantier intervient 4 mois après l'incendie, alors que des alertes avaient pourtant été lancées 2 semaines après le drame. De sa fenêtre au 3e étage, Kevin n'a rien manqué de l'incendie de Notre-Dame. On était quand même juste à côté, il y a eu quand même beaucoup de fumées qui sont arrivées. Des fumées gorgées de particules de plomb, un danger pour l'organisme quand il est ingéré en grande quantité. La préfecture préconise de nettoyer les logements avec des lingettes humides. C'est ce que compte faire ce riverain de la cathédrale, pas vraiment inquiet. On a fait attention de garder toutes les fenêtres bien fermées justement pour éviter que des choses nocives rentrent dans les appartements. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux nettoyer. La santé, c'est la santé, on va pas jouer avec ça. À elle seule, la flèche de la cathédrale contenait 250 tonnes de plomb fondu dans l'incendie et dispersé dans l'air. Un panache jaunâtre caractéristique qui a tout de suite alerté l'association Robin des Bois. Pour Jackie Bonnemain, son porte-parole, la décontamination prendra du temps. Si elle est bien faite, cette décontamination, étant donné la difficulté pour récolter, aspirer toutes ces poussières, ça prendra au moins 1 an. 1 an selon lui, qui risquerait de compromettre la perspective de voir Notre-Dame reconstruite dans de bonnes conditions dès 2024. En attendant, les jardins qui jouxtent la cathédrale sont fermés au public. Leur accès ne sera rouvert que lorsque les teneurs en plomb seront redevenues normales, précise la préfecture. Un nettoyage des écoles et des voies publiques a donc lieu sur l'île de la Cité. Après 3 semaines de fermeture, le chantier peut enfin reprendre avec un protocole strict pour protéger les employés du site. Les travaux de consolidation se poursuivent, mais cette fois des tensions internes apparaissent. Alors qu'on s'interroge sur la façon de reconstruire Notre-Dame, la question de la reconstruction de la flèche provoque l'ire du général Georgelin. Il reproche à l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve, de prendre position pour une reconstruction à l'identique. Fidèle au fort caractère qu'on lui connaît, c'est sans détour qu'il exprime son mécontentement. Quant à l'architecte en chef des monuments historiques de la Cité, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois, et je le ferai de manière plus qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse pour que nous puissions sereinement faire le meilleur choix pour Notre-Dame, pour Paris, pour le monde. Il est aussitôt rappelé à l'ordre par le ministre de la Culture, Franck Riester. Le respect est une valeur cardinale de notre société. En tant que responsable public, nous devons être exemplaires, écrit-il. Mais alors, comment reconstruire la flèche ? Un concours international d'architectes est lancé pour trancher la question. Un concours international d'architecture portant sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale sera organisé. Le concours international permettra de trancher la question, de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut reconstruire la flèche à l'identique, ou s'il faut, comme c'est souvent le cas dans l'évolution du patrimoine et l'évolution des cathédrales, doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche
adapté aux techniques et aux enjeux de notre époque. Fallait-il vraiment lancer un concours? Là aussi, l'initiative divise. Didier Rickner, rédacteur en chef du magazine La Tribune de l'Art, dénonce une stratégie politique. Sans prendre le temps de la réflexion, on ne décide pas de lancer un concours 2 jours après. Il y a une indécence totale qui est politique uniquement. Le risque de tout cela, c'est qu'on va reconstruire vite et mal. Viollet-le-Duc, à qui l'on doit la flèche qui s'est effondrée, avait lui-même remporté un concours organisé en 1853. La famille de l'architecte Viollet-le-Duc demande, elle, à ce que cette flèche soit bien reconstruite. Ne pas le faire serait une amputation, selon ses descendants. Le concours est finalement abandonné 1 an après. Emmanuel Macron, qui avait souhaité d'abord une reconstruction inventive, opte finalement pour une reconstruction à l'identique de la flèche de Viollet-le-Duc. C'était un peu la querelle des modernes et des anciens, de ceux qui prenaient une évolution de Notre-Dame contre ceux qui voulaient la retrouver exactement comme avant. Et bien finalement, 15 mois après l'incendie, on sait que la cathédrale sera reconstruite à l'identique. Emmanuel Macron a pris sa décision après avoir entendu les experts de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Jean-Jacques Herry. Dès le départ, c'était le projet de l'architecte en chef Philippe Villeneuve, rester fidèle à la silhouette gothique de Notre-Dame de Paris et à sa flèche emblématique, la reconstruire telle qu'elle apparaissait sur l'île de la Cité depuis le 19e siècle et la restauration du monument par Eugène Viollet-le-Duc. Hier, Philippe Villeneuve a donc présenté aux membres de la Commission nationale du patrimoine un dossier de 3000 pages pour défendre ses idées, un projet approuvé à l'unanimité par la Commission, comme l'explique le sénateur Jean-Pierre Leleu, son président. Le monument est un véritable chef-d'œuvre de restauration. Il y a là une unité paysagère, architecturale et urbaine qui mérite qu'on la maintienne en l'état. Même les matériaux ont été recommandés pour être identiques. Le bois pour la charpente, le plomb pour la couverture et évidemment la reconstitution de la flèche à l'identique. Du côté des artisans, l'ambiance est plutôt à l'excitation. Les jeunes charpentiers en formation qui rêvent de travailler sur le chantier de Notre-Dame ne manquent pas. Dans l'atelier charpente, Hugo prépare son brevet professionnel et participer plus tard au chantier de Notre-Dame. Pour lui, compagnon du devoir, ce serait un véritable honneur. Ça fait partie de monuments historiques, donc restaurer, changer des pièces. Donc oui, ce sera un honneur d'aller bosser sur Notre-Dame. Là, c'est au cœur des sujets, donc c'est sûr que c'est gratifiant. Ouais. Et pourquoi pas moi, dit aussi Kevin, juste à côté, en observant sa dernière maquette. Surtout que là, je suis dans le vif du sujet parce qu'en fait, c'est un pentagone, donc c'est une flèche à 5 faces. Donc ça pourrait être une partie de la cathédrale en fait. Pour Alex, le formateur de ses compagnons, c'est que ce grand chantier permette de revaloriser les métiers d'art comme la charpente. Certainement que des compagnons passeront sur ce chantier, mais c'est surtout un essor pour le métier au sens large. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça nous permette aussi de redonner de l'élan pour un métier moderne. 5 charpentiers sont actuellement en fin de formation. Ici, chez les compagnons, on pourrait en former 4 fois plus, selon les responsables. En mars 2020, 11 mois après l'incendie, un nouvel imprévu. Gèle le chantier, la France est à son tour touchée par la pandémie de Covid-19. Près d'1 an après l'incendie, Notre-Dame n'échappe pas au confinement mondial. Les travaux sont suspendus. Plus aucun ouvrier n'intervient aujourd'hui sur le chantier, mis à part une équipe réduite de cordistes. Chaque jour de retard engendre des coûts supplémentaires, reconnaît Christophe-Charles Rousselot, le délégué général de la Fondation Notre-Dame. Les échafaudages sont loués et donc le temps de location est plus long. La grue gigantesque, exceptionnelle, eh bien, elle est immobilisée. Personne ne connaît le coût total nécessaire de la restauration. Le Covid-19 rend ce chantier qui était compliqué encore plus compliqué. Certains experts le disent, c'est la phase de consolidation qui est critique. Le budget pourrait doubler dans les mois à venir. Pas d'estimation encore en ce qui concerne la phase de restauration. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'ici, 922 millions d'euros ont été promis par des milliers de mécènes, des particuliers, des grandes entreprises. Mais attention, une partie seulement des dons a été effectivement encaissée. Le reste, ce sont des promesses, mais pas de quoi s'inquiéter selon tous les acteurs du dossier. Une promesse de don, c'est un engagement ferme. Elle est encadrée par une convention juridique. Et puis, personne n'imagine qu'en cette période exceptionnelle, un donateur important puisse revenir en arrière. Après 1 mois d'arrêt, les travaux sont autorisés à reprendre progressivement dans un respect des gestes barrières. Cette interruption d'1 mois n'a pas découragé le général Georges Lain dans sa mission de reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Ce délai de 5 ans n'a pas été fixé au hasard. Et il a mobilisé toutes les énergies, tous les acteurs du chantier en vue de l'atteindre.
Alors ça veut dire quoi, l'ouvrir dans 5 ans? Ça veut dire être en mesure de rendre la cathédrale au culte dans 5 ans. Ça ne veut pas dire que tout, évidemment, sera terminé. Mais la cathédrale retrouvera ce pourquoi elle a été faite, c'est-à-dire le culte catholique. Après avoir été consolidé, le démontage tant attendu de l'échafaudage débute en juin 2020. Une opération délicate et périlleuse à 40 mètres de haut. Les grues qui encerclent cet immense échafaudage, eh bien ça y est, elles sont en marche. C'est là, au milieu de ce château de cartes d'acier, que l'on devine, lorsque l'on plisse les yeux, les silhouettes des cordistes chargés de démonter les plus de 40 000 pièces de la construction métallique. Un spectacle immortalisé par les quelques photographes situés sur le pont de l'archevêché juste à côté, mais aussi les passants comme Philippe, très admiratif du chantier. J'ai l'opportunité de faire le tour, de voir le monstrueux travail que font les différents corps de métier pour essayer de récupérer ce magnifique bâtiment chargé d'histoire. Vous avez des funambules qui vont petit morceau par petit morceau découper ce qui doit être découpé et l'évacuer. C'est un travail de titan. Un travail extrêmement délicat puisqu'en effet ce sont 2 équipes de 5 cordistes qui descendent au plus près des parties calcinées. Ils découpent les tubes métalliques fondus les uns sur les autres à cause de la chaleur de l'incendie. Ce sont ces morceaux qui sont donc depuis ce matin en train d'être évacués par la grande grue jaune qui fait partie désormais du paysage de l'île de la Cité. Et ces opérations, eh bien, elles vont durer tout l'été. Le 24 novembre 2020, c'est la délivrance. L'échafaudage a été entièrement démonté. Les risques qu'il faisait peser sur la cathédrale sont écartés et la sécurisation de la croisée du transept est désormais possible. Un autre démontage est particulièrement attendu, celui de l'orgue, grand miraculé des flammes. Ces tuyaux doivent être démontés pour être nettoyés. Une dépose qu'Olivier Latry, un des organistes titulaires, a vécu avec beaucoup d'émotion. C'est absolument un miracle que cet orgue soit encore entier, mais il est plein de poussière. Évidemment, il faut tout décontaminer, la poussière de plomb, puis restaurer après ça. Donc c'est un énorme chantier. Un orgue est extrêmement fragile, on dirait pas comme ça, parce qu'on voit évidemment une énorme masse avec beaucoup de volume et des choses très lourdes, on se dit que c'est indestructible, mais pas du tout. C'est composé de milliers de pièces. Il y a des tuyaux qui font plus de 10 mètres de haut, il y a des tuyaux qui font moins d'un demi-centimètre. Si vous les manipulez un petit peu trop violemment, on perd le son du tuyau. 2 ans après l'incendie, les travaux de sécurisation prennent fin. La restauration de Notre-Dame de Paris peut alors commencer. Emmanuel Macron se rend à Notre-Dame pour constater l'avancée du chantier. Je crois qu'on voit ici combien en 2 ans, un travail immense a été accompli. De sécurisation, d'expertise, il y a tout ce qu'on ne voit pas aussi. Mais on n'est qu'à une étape, on voit aussi tout ce qui reste à faire. On voit cette biance, mais je crois que c'est un message de fierté collective, parce qu'on a beaucoup fait en 2 ans et on a évité le pire. Un immense remerciement à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés par milliers d'ores et déjà sur ce chantier. Et puis on regarde aussi les 3 ans qui viennent. Parce que, ça a été dit, vous le faites avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme, mais il va nous falloir tenir nos objectifs. Et donc, il y a une très grande mobilisation, une planification très exigeante et rigoureuse. Et donc, c'est aussi du volontarisme et de l'espoir. Au total, 500 compagnons, artisans d'art et encadrants travaillent sur le chantier de Notre-Dame, sans compter tous ceux et toutes celles qui participent à la restauration partout en France. On y retrouve des charpentiers, des maçons, des tailleurs de pierre, des sculpteurs, des ferronniers d'art, des restauratrices de peinture, des échafaudeurs, des métiers parfois méconnus, mis à l'honneur à l'occasion des Journées du patrimoine en septembre 2021. C'est la première fois que tu fais ça? T'as pas peur? Si, un peu. Un peu quand même, hein? Face au vide, le pas du petit Gilbert, 11 ans, est un peu hésitant. Perché sur un échafaudage à 6 mètres de haut, harnaché, casque sur la tête, il découvre le métier de cordiste. Tu veux être cordiste, toi? Bah, je sais même pas c'est quoi le métier en fait. Alors nous, le métier de cordiste, tu vois, on est suspendu sur une corde et on va dans les endroits où c'est pas accessible pour tout le monde. Ce qu'on va te demander de faire, c'est de t'asseoir dans la sellette. Ouais. Et c'est parti. Youhou! Alors, c'est comment? Bien. Lui, il est à l'aise. Ah, c'est un futur de chez nous. Hein.
Sur le parvis, tous ces professionnels de l'ombre accueillent le public. Tous les corps de métier engagés dans la restauration de Notre-Dame sont représentés. Charpentiers, architectes, échafaudeurs. Jérémy Patrier-Létus est à l'origine de ce village des métiers. Il est directeur culturel de l'établissement public en charge de la restauration de la cathédrale. C'est des métiers qui sont souvent méconnus, qui manquent de bras. Aujourd'hui, on manque énormément de charpentiers, par exemple. Et donc, si on peut profiter de la visibilité de ce chantier pour convaincre les jeunes de s'engager dans ces métiers qui sont passionnants, on aura réussi notre mission. Et le directeur de raconter l'histoire de Tristan, un jeune fasciné par un reportage sur la sécurisation de Notre-Dame. Depuis devenu cordiste, il vient d'achever une mission de 10 mois sur le chantier de la cathédrale. Durant cet automne 2021 commence la reconstruction de la charpente, de la nef, du chœur et de la flèche. C'est une étape emblématique car ce toit, cette flèche et cette charpente que nous avions douloureusement vu sombrer dans les flammes reprennent vie. Le bois utilisé pour reconstruire la charpente est du chêne soigneusement sélectionné dans les forêts de France. Europe 1 avait pu assister à la sélection des arbres en Normandie. On a là-bas un arbre qui est gros, qui est bien droit, ça a l'air d'être un bon candidat. L'expert forestier François Houet se plonge en premier dans les entrailles de la forêt pour ausculter ce candidat vieux de 180 ans. On va le mesurer avec les scieurs de chêne, etc. On va regarder quelles sont les pièces potentielles qu'on peut faire dedans. 80 cm de diamètre, plus de 16 mètres de haut. L'un des maîtres d'œuvre de la restauration de Notre-Dame, François Auger, voit déjà ce chêne constituer l'une des 2000 pièces de la flèche. Je sens bien dans le poinçon. C'est la colonne vertébrale de la flèche, l'axe de la flèche. Loin de Notre-Dame, les œuvres et les tableaux de la cathédrale reprennent quelques couleurs. 22 peintures, dont les gigantesques mets, sont entre les mains d'une cinquantaine de restaurateurs, dans un endroit tenu secret. Dès qu'ils arrivent, les tableaux de Notre-Dame sont débarrassés de la crasse et de la suie qui les recouvre par un minutieux travail de nettoyage au coton-tige, centimètre par centimètre. On est ici devant un des plus grands formats de ce qu'on appelle les mets de Notre-Dame. Nous avons commencé le nettoyage il y a 1 an. Nous savions déjà qu'il était assez altéré. Après cette étape commence le travail de retouche. Pinceau à la main, les conservatrices s'appliquent à réparer les marques d'usure sur une immense œuvre de 17 mètres carrés, sous le regard attentif de leur responsable, Isabelle Chauchot. L'idée, c'est de réintégrer dans l'unité de la peinture toutes les altérations qui sont apparues au cours du temps, des lacunes, des griffures, des pliures, des choses comme ça. Quand on restaure un tableau, on va toujours voir dans le musée comment le tableau est accroché, comment il rend à la lumière. Et là, dans Notre-Dame, je pense que ça va être un moment d'émotion extraordinaire. Et pendant qu'une équipe prend soin de la toile, dans la salle voisine, Jean-Pierre Galopin, spécialiste en rénovation de mobilier doré, chouchoute lui les cadres des tableaux. Là, avec l'incendie, il y a eu du chaud, du froid qui a fragilisé certains assemblages. C'est important de nettoyer, vous voyez, tous les joints de casse, de recoller tous les éléments dans leur position initiale, qui redonnera une tenue à tous les assemblages. Une fois réassemblées, les œuvres sont stockées dans la réserve en attendant de retrouver la cathédrale en 2024. À la fin de l'année 2022, Philippe Jost, bras droit du général Georgelin, se réjouit de voir Notre-Dame reprendre vie. Nous découvrons des couleurs extraordinaires, des dorures, des fresques qui sont de toute beauté et qui avaient entièrement disparu sous la crasse. Et donc c'est une vraie redécouverte. Mais le plus dur reste à faire, la flèche de 96 mètres de haut, parce qu'il faut solidifier dans le même temps la structure qui la soutient. Nous allons simultanément finir de reconstruire les voûtes de la cathédrale, construire la flèche en charpente, construire les charpentes de la nef et du chœur et des 2 bras du transept. On a ce qu'on appelle une question de coactivité, c'est-à-dire qu'on va monter à 500, 600 compagnons qui travailleront simultanément sur le chantier. C'est comme un ballet qu'il faut chorégraphier, harmoniser. Car chaque pierre, chaque charpente est taillée sur mesure et assemblée sur place, reproduisant un savoir-faire hérité du XIIe siècle. Après 4 années de travaux, Notre-Dame entre dans sa dernière année de reconstruction. Une dernière ligne droite qui réserve son lot de rebondissements. Après 4 années de travaux, la cathédrale Notre-Dame commence à retrouver de sa superbe, sa flèche, sa charpente et son toit, dévorés par les flammes, renaissent de leurs cendres. Malgré l'arrêt des travaux à cause de la pollution au plomb et du confinement, le délai des 5 ans, promis par Emmanuel Macron, est en phase d'être tenu. Et alors que tous les artisans s'appliquent pour reconstruire la cathédrale plus belle encore, il semblerait que Notre-Dame décide de dévoiler quelques-uns de ses secrets. Je suis Pascal Praud, vous écoutez Le Grand Défi de Notre-Dame, un podcast Europe 1.
Épisode 3, dernière ligne droite. Notre-Dame est à elle seule un livre d'histoire, écrivait l'historien Jules Michelet. Depuis 8 siècles, Notre-Dame est au cœur des plus grands événements. Le roi Henri IV a épousé Marguerite de Valois en 1572. Napoléon Ier y a été sacré empereur en 1804 et on est même venu chanter le Te Deum dans la cathédrale à la fin des 2 guerres mondiales. Oui, Notre-Dame est un précieux témoin de l'histoire qui n'avait pas encore révélé tous ses trésors. Les fouilles archéologiques réalisées dans les sous-sols avant de commencer les travaux ont mis à jour des découvertes exceptionnelles. Les archéologues de l'INRAP ont exhumé 2 sarcophages en plomb à la croisée du transept, en bon état de conservation. Il s'agit d'une part de la dépouille du chanoine Antoine de la Porte, décédé en 1710 à l'âge de 83 ans, comme l'indique l'épitaphe qui figure sur le cercueil. Le second, enterré beaucoup plus profondément, est un inconnu. Pour Camille Colonna, anthropologue à l'INRAP, ces dignitaires ont choisi des cercueils en plomb pour que leur dépouille soit préservée. C'est très rare, parce que ça coûte très cher, parce que c'est fait sur mesure. Une fois que c'est hermétique, le cercueil en plomb conserve intégralement le corps. C'est pour être présenté devant le Seigneur dans un parfait état. Le temps a malgré tout attaqué ces cercueils, ce qui a détérioré les corps dont il ne reste que des ossements, mais l'archéologue Christophe Beignet a été surpris de découvrir des restes végétaux. Le fait de retrouver des fleurs et des feuilles sont associés à des pratiques d'embaumement. Là, on va pouvoir clairement identifier la nature des végétaux employés. C'est un phénomène qu'on peut observer très rarement dans l'archéologie en métropole. Les cercueils vont repartir la semaine prochaine à Paris. Les archéologues vont ensuite chercher à retrouver l'identité de cet inconnu, dont le squelette révèle simplement qu'il montait à cheval et qu'il est mort à l'âge d'une 30aine d'années, probablement de la tuberculose. En septembre 2024, après 2 années de recherche, il s'avère que cette dépouille n'est autre que celle du poète Joachim du Bellay, décédé en 1560. L'inconnu, ou le cavalier, comme l'appellent les chercheurs, a dévoilé ses secrets. Ce squelette anormalement jeune qui reposait dans un sarcophage de plomb a le coccyx déformé par l'équitation et une maladie extrêmement rare, une tuberculose cervicale provoquant une méningite. Après enquête, Joachim du Bellay répondrait à ces critères, selon Éric Crubézy, médecin et archéologue. Décède vers 35 ans, cavalier émérite. Il va de Paris à Rome, à cheval. Et il a une tuberculose, identifiée sur la base de ses écrits. Sa surdité s'accroît au cours de sa vie. Or, le maître mot de la méningite chronique, c'est effectivement une surdité. Par ailleurs, il décrit dans ses poèmes, notamment dans la complainte du désespéré, cet orage qui gronde dans ma tête. Le crâne scié du squelette est le signe d'une autopsie avant inhumation, très probable de la part des médecins renommés qui le soignaient, répond le spécialiste. Une nouvelle étude pourrait déterminer l'âge exact de l'individu à sa mort et lever les derniers doutes sur le lieu de repos de celui qui, heureux qui comme Ulysse, a fait un long voyage. Ces fouilles ont aussi délivré des informations précieuses quant à la construction de Notre-Dame. Plus d'1 millier d'agrafes en fer ont ainsi été découvertes. Elles servaient à renforcer les liens entre les blocs de pierre. Cette information, qui peut nous sembler anecdotique, démontre en réalité l'ampleur de l'emploi du fer dans la construction de la cathédrale dès le XIIe siècle. Une analyse a révélé que Notre-Dame a été la première cathédrale gothique à consolider sa structure avec ce type d'agrafe en fer, ce qui démontre une technique de construction particulièrement innovante en son temps. De quoi voler la vedette à une autre grande dame, la Tour Eiffel. Mathieu Lours, historien de l'architecture et spécialiste de Notre-Dame de Paris, a expliqué l'enjeu de cette découverte dans l'émission Au cœur de l'histoire avec Virginie Giraud. On a une révélation de tout ce que Notre-Dame recèle comme secret de construction. C'est-à-dire, on veut savoir. On a tout d'abord la question de l'emploi du métal. Ça, c'est évident. On savait qu'à partir de 1200, à partir des cathédrales de Soissons, de Chartres, de Bourges, on avait cet emploi massif du métal qu'on associait généralement à l'emploi du marteau hydraulique. C'est-à-dire un marteau de forge qui est alimenté par un cours d'eau avec un système de roues à aubes qui permet donc de marteler très fort le fer. Mais on se rend compte que finalement à Notre-Dame, on est avant l'invention du marteau hydraulique et qu'avec du fer martelé à la force du bras, on arrive quand même à réaliser quelque chose d'efficace. Le 18 août 2023, un drame vient secouer les travaux de Notre-Dame. Le général Georgelin, à la tête de ce vaste chantier, décède subitement lors d'une randonnée dans les Pyrénées.
Notre-Dame perd celui qui a permis sa renaissance, a commenté le chef de l'État. Les hommages sont nombreux depuis ce matin dans Europe Midi. C'est l'ancienne ministre Roselyne Bachelot qui a évoqué son souvenir. Elle aimait justement son caractère bien trempé. Jean-Louis Georgelin était devenu un ami. C'était un homme tout à fait exceptionnel. Certains n'ont pas compris qu'il ait été nommé à la tête du chantier de Notre-Dame de Paris par le président de la République, parce qu'on se disait mais que fait un militaire dans un chantier culturel? La façon de s'exprimer de Jean-Louis Georgelin pouvait être rugueuse. Il avait une grosse voix qui savait être la voix du commandement. On se souvient quand la flèche de Notre-Dame s'est effondrée en flammes, les gens qui pleuraient sur les quais de la Seine ne croyaient pas tous en Dieu, loin de là. Et il fallait aller vite, il fallait avoir un chantier qui marche. Et Jean-Louis Georgelin a été l'homme qui a permis que ça avance et qu'on retrouve Notre-Dame, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. C'est son bras droit, Philippe Jost, qui est désigné par Emmanuel Macron pour reprendre les rênes du chantier de Notre-Dame à un peu plus d'1 an de la réouverture. Et alors que les travaux battent leur plein, le chantier de Notre-Dame reçoit un invité prestigieux, le roi Charles III. Un passage obligé pour le jeune monarque lors de sa première visite officielle en France. Pour des raisons de sécurité, le souverain, la reine et le couple présidentiel ne s'approchent pas du chantier, mais ils saluent de loin les ouvriers rassemblés à 33 mètres du sol sur les balcons de la cathédrale. Charles III, visiblement très intéressé par les questions techniques, lui-même s'est occupé il y a 30 ans d'une autre restauration, celle du château de Windsor, partiellement détruit par un incendie. C'est pourquoi il tient autant à revenir une fois que la cathédrale sera de nouveau ouverte au public, comme il l'a expliqué hier soir à Versailles. Après avoir été consterné par les scènes de dévastation qui ont suivi le terrible incendie il y a 4 ans, il me tarde de visiter cette magnifique cathédrale. Quelques mois plus tard, une nouvelle divergence, ça faisait longtemps, apparaît dans la réfection de Notre-Dame. Emmanuel Macron exprime son souhait de créer 6 vitraux contemporains. Nous allons lancer un concours qui permettra aux artistes contemporains de soumettre, sur la base d'une commande qui va être passée, une œuvre figurative qui sera ainsi apposée. En réaction, une pétition est lancée pour s'opposer à l'installation de nouveaux vitraux. Oui, la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine estime que ces baies contemporaines porteraient atteinte au patrimoine de Notre-Dame, d'autant que les vitraux d'origine dessinés par Viollet-le-Duc ont été sauvés des flammes et sont depuis plusieurs mois minutieusement restaurés par les compagnons sur le chantier. Les remplacer serait donc inconcevable pour Alexandre Gady, l'un des membres de la commission. Ces vitraux ont échappé à l'incendie de 2019 et ils ont été surtout réalisé par Viollet-le-Duc dans une pensée globale du système d'éclairage de la cathédrale. Donc changer un vitrail réalisé sur les dessins de Viollet-le-Duc, ça n'a aucun sens. Un avis contraire à la volonté d'Emmanuel Macron, assumé par l'historien de l'art. Rien de personnel contre le président de la République, simplement je pense que là il est un tout petit peu hors du cadre. Donc on a refixé le cadre qui est celui de la doctrine de l'État en termes de monuments historiques qui existait avant lui, qui existera après lui. L'avis de la commission n'est cependant que consultatif. Rien n'empêche donc théoriquement le président de maintenir sa volonté d'installer de nouveaux vitraux à Notre-Dame. Malgré les oppositions et l'avis négatif de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, Emmanuel Macron persiste. À l'issue d'un concours, 8 artistes vitraillistes ont rendu leur projet 1 mois avant la fin du chantier. Le nom du lauréat, désigné par l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich et Emmanuel Macron, sera annoncé au moment de la réouverture. Revenons un peu en arrière. En décembre 2023, alors que plusieurs visions s'affrontent, Notre-Dame retrouve progressivement ses attributs, à commencer par son coq et sa croix. Dans le kiosque à musique d'un parc qui jouxte la cathédrale, le coq en cuivre doré scintille sous le regard ému de Philippe Villeneuve, l'architecte en chef des monuments historiques français qui l'a dessiné. Ce coq a des ailes de feu puisqu'il rappellera qu'une cathédrale peut renaître de ses cendres, tel un phénix. Réouverture de la cathédrale dans moins d'1 an. 3 mots qui me font plaisir, souligne l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich. Bénis ce coq, symbole du veilleur, annonçant l'aurore. Il nous ouvre à la dimension du monde, regardant les 4 points cardinaux, de l'est à l'ouest, du nord au sud. L'oiseau est ensuite soulevé par une grue sous le soleil de la capitale dans les rues du quartier. Une foule de curieux assiste au spectacle, parmi eux Daniel, 62 ans. On ne verra jamais de si près. Je ne suis pas croyant, hein, mais
c'est la France. Un des plus beaux monuments de Paris, si ce n'est pas le plus beau. 2 tubes ont été placés dans le ventre du coq. Ils contiennent les reliques catholiques qui se trouvaient dans l'ancien coq et un parchemin avec les 2000 noms de ceux qui ont participé à la reconstruction. Au début de l'année 2024, Notre-Dame retrouve l'intégralité de sa charpente. L'un des plus gros chantiers, la reconstruction de la charpente médiévale du chœur, prend fin aujourd'hui. Un moment émouvant pour l'ensemble des charpentiers qui ont œuvré pendant de longs mois. Antoine Bienvaux, vous avez assisté il y a quelques minutes à la cérémonie très symbolique qui marque la fin de ce chantier. Tout à fait, et comme le veut la tradition sur les chantiers, cette cérémonie a été marquée par la dépose d'un bouquet de fleurs au sommet de cette charpente du chœur de Notre-Dame. Un bouquet fait de mimosa qui a été élevé dans le ciel par une grue sous les yeux de tous les charpentiers ayant pris part à la construction. Un moment très symbolique pour Mathieu, l'un des charpentiers de Notre-Dame. C'est symbolique parce qu'on est une grosse équipe, on est une équipe de 20 charpentiers depuis 1 an à travailler dessus. On a passé du temps, on a tous travaillé ensemble. Donc ouais, c'est sympa de voir ses copains là-haut et puis mettre le bouquet et tout le monde est content et c'est trop bien. Voilà, cet ouvrier comblé devant cette charpente qui aura nécessité près de 6 mois de travail. Une bâtisse proche de l'original qui trône donc désormais au sommet du chœur de Notre-Dame pour le plus grand bonheur de Philippe Villeneuve, architecte du chantier. Ça, c'est un élément dont je rêve depuis le 16 avril 2019. Je rêve de ce moment-là et il y en a encore d'autres qui vont venir pour que le 8 décembre, Monseigneur Ribado puisse prendre possession de sa cathédrale. On a à cœur de la voir, de la retrouver et de pouvoir vivre Notre-Dame comme on l'a vu avant. De l'émotion chez l'architecte comme chez l'ensemble des ouvriers rassemblés ici, tous fiers d'avoir participé à leur niveau à la reconstruction de la mythique Notre-Dame. Les travaux avancent et le délai des 5 ans est en passe d'être tenu. Notre-Dame ne sera pas réouverte pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais le 8 décembre 2024. Et pendant que des athlètes du monde entier s'arrachent pour décrocher une médaille d'or, les artisans de Notre-Dame, eux aussi, redoublent d'efforts. Notre-Dame retrouve de sa superbe pour le plus grand plaisir des riverains, mais aussi de ses voisins qui suivent attentivement les travaux. Rue du Cloître Notre-Dame, 3e étage, à seulement 10 mètres du balcon de Vanina Pierry, le fracas des marteaux et du métal qui s'entrechoquent traverse la rue pour envahir son double séjour haussmannien. Le bruit, c'est vous qui m'en parlez. Moi, j'avoue que je m'en moque un peu. Je pense que c'est une chance. Et je suis en direct, on peut dire, au jour le jour, puisque je suis bien placée pour cela. 66 ans, longue robe noire et cheveux blancs, 5 ans déjà qu'elle ne fait plus qu'un avec le chantier. C'est comme un gigantesque puzzle, pour les enfants, on dirait, mais c'est au millimètre près. C'est la perfection, rien du tout. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui n'hésitent pas à monter dans les nacelles, restaurer, et c'est un symbole qu'on doit aller de l'avant. Toujours espérer, continuer. Je ne peux que y voir une ode du travail bien fait. Surtout quand Vanina lève le nez. Vous avez vu la nouvelle flèche avec ce coq qui scintille. C'est comme un point final à une dissertation. Une chose est sûre, c'est que je serai très heureuse quand tout cet océan de métal sera parti. Pour redécouvrir la splendeur de Notre-Dame, dit-elle qu'elle se promet d'observer avec encore plus d'attention qu'avant l'embrasement. À l'abri des regards, l'intérieur de la cathédrale fait aussi peau neuve. L'orgue, qui avait échappé aux flammes, retrouve sa place dans la cathédrale après avoir subi un nettoyage. Mais avant de pouvoir de nouveau résonner dans Notre-Dame, il faut accorder, un par un, ces 8000 tuyaux. Une étape qui devrait prendre 6 mois. Olivier Latry, un des organistes titulaires, a raconté cette phase d'harmonisation à Antoine Bienvaux. Ça fait plaisir de réentendre l'instrument, bien sûr, sauf qu'au mois de juin, je veux dire, je ne l'ai pas reconnu. Parce que la cathédrale était encore remplie d'échafaudages. Et évidemment, le son, et notamment la réverbération, était complètement différente. Et il n'y avait que 2 secondes de réverbération au lieu des 7 habituels. Ben, ça faisait un très très gros changement, vraiment. Donc là, maintenant, ça va mieux, effectivement. Les échafaudages sont partis. On retrouve l'acoustique de la cathédrale, peut-être même un peu plus clair qu'avant, puisqu'il n'y a pas de poussière sur les murs. La poussière reviendra avec les millions de touristes qui ne manqueront pas de
de visiter la cathédrale et voilà, d'ici 1 an ou 2, il n'y paraîtra plus. On le sent ça, le fait qu'il y ait moins de poussière, ça fait résonner l'orgue encore un petit peu plus. Il est évident que le fait qu'il n'y ait pas de poussière fait résonner l'orgue, puisqu'en fait les surfaces sont totalement lisses et donc reflètent le son beaucoup plus que s'il y avait la poussière comme on a connu avant l'incendie. On dit souvent que les Parisiens verront Notre-Dame comme ils l'ont jamais vu, ils entendront aussi chanter l'orgue comme ils l'ont jamais entendu. Il y aura un nouveau son pour l'orgue, effectivement, les auditeurs entendront l'orgue comme ils ne l'ont jamais entendu auparavant. Il va sonner très clair, puis il sera en pleine forme puisque ces organes auront été restaurés, donc pas de fuite de vent, etc., avec une grande capacité pulmonaire. Voilà, donc il va sonner, il n'y a pas de doute. Applaudi par une foule réunie sur le parvis de Notre-Dame, le 13 septembre 2024, les 8 cloches rejoignent leur cathédrale, adulées comme des stars. Un accueil digne de médaillés olympiques. Devant le parvis de Notre-Dame, touristes et Parisiens se pressent pour venir saluer les 8 cloches du Beffroi Nord, transportées en camion jusqu'à la cathédrale. De passage à Paris, Elodie et Nathalie sont aux anges. Franchement, on ne pensait pas du tout assister à ça aujourd'hui. On a hâte aussi de les entendre sonner. On est à Paris pour 2-3 jours et on se retrouve là à voir les cloches qui passent. C'est beau à voir, ouais. Un moment fort en émotion aussi pour Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. On a un événement qui nous met en plein dans la dimension spirituelle. Les cloches, c'est la voix de la cathédrale pour toute la ville. Et ça fait quelque chose de les voir ici. Une fois sur le parvis, les cloches sont bénies par Monseigneur Ribado-Dumas. Un moment d'émotion pour le recteur archiprêtre de la cathédrale, ravi du retour des cloches dans le Beffroi Nord. C'est vraiment le signe de la réouverture prochaine de la cathédrale, puisque ces cloches sonneront tout particulièrement pour inviter les fidèles à se rassembler pour la prière. Et avant de conclure la cérémonie, Monseigneur Ribado-Dumas fait sonner l'une des cloches portées par un bras de grue, comme pour célébrer leur retour dans la cathédrale. En attendant de réentendre l'orgue et de redécouvrir Notre-Dame, notre reporter a eu la chance de visiter l'intérieur de la cathédrale. Il nous en donne un avant-goût. Alors vous l'entendez, le chantier bat toujours son plein à l'intérieur et ce qui frappe en entrant, c'est la blondeur des pierres restaurées par les compagnons. Leur éclat est plus blond qu'avant l'incendie. Résultat, la cathédrale semble plus lumineuse, comme l'explique Rémi Fromont, architecte en chef des monuments historiques. La cathédrale était quand même assez encrassée, même s'il y avait déjà eu du nettoyage. Et là, on va retrouver une cathédrale qui va avoir sa blondeur. Et donc l'intérieur va paraître extrêmement lumineux par rapport à ce qu'on connaissait avant l'incendie. La cathédrale va resplendir d'un éclat qu'elle n'a pas connu depuis très longtemps. Une cathédrale plus lumineuse que jamais, restaurée à l'identique jusque dans les moindres détails, grâce aussi au travail des ébénistes dont fait partie Loïs Pires. Depuis fin décembre, il restaure les stalles en bois, la rangée de sièges devant le grand hôtel. On a récolté tous les morceaux qu'on a pu retrouver et du coup le gros du boulot, ça a été de remplacer ou de recoller chaque morceau qui était cassé. Et ensuite, on a un vernisseur et un sculpteur qui viennent redonner la forme initiale aux morceaux qu'on restaure. Cet ébéniste, il n'a que 26 ans et il faut le souligner, le chantier de Notre-Dame compte beaucoup de jeunes compagnons comme lui. Une jeunesse qui rend d'autant plus fier Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. Je suis admiratif. On a des savoir-faire et des compétences extraordinaires qui se déploient sur ce chantier et qui font vraiment honneur à la France. Et donc on encourage vraiment les jeunes à se diriger vers ces métiers. Il y a du travail en France, on a un patrimoine extraordinaire et donc il faut y penser, y songer. Un savoir-faire qui a déjà permis de restaurer une très large partie du mobilier à l'intérieur de Notre-Dame, notamment le vœu de Louis XIII placé juste derrière l'autel qui a déjà retrouvé toute sa splendeur. Autre nouveauté, un parcours de visite inédit sera proposé dans la cathédrale. Sans pouvoir pénétrer dans l'édifice, les guides touristiques s'imprègnent donc de ce nouveau trajet pour être opérationnel à la réouverture. Au pied de Notre-Dame, Raphaël accueille ses visiteurs devant les portes closes de la cathédrale. Depuis l'incendie, la visite se fait autour de l'édifice. On va s'attacher à l'aspect très spirituel de la façade, dans quel contexte ça a été construit, par qui, et quel est le sens chrétien derrière cette façade de Notre-Dame. Et même s'il prend plaisir à faire vivre le monument depuis l'extérieur, le guide n'attend qu'une chose, reprendre ses visites dans la cathédrale avec forcément un nouveau récit à construire. On est très proche de la paroisse qui nous donne au fur et à mesure les informations de changement autour du mobilier,
autour de la nouvelle déambulation dans Notre-Dame. On part plus comme avant en partant par le côté sud, mais là on va partir du côté nord. Alors le gros enjeu ces derniers mois, c'était de recruter parce qu'on va avoir besoin de monde évidemment. Et parmi ces nouvelles recrues, Hénard, tout juste retraité, venu repérer les lieux. Je vais passer une visite type avec un parrain qui va s'occuper de moi. Il faut que je bosse encore un peu pendant l'été. Je crois que je vais commencer à passer les visites virtuelles au mois de septembre. Une formation intense qui, il l'espère, lui permettra d'être l'un des premiers guides à faire revivre l'intérieur de Notre-Dame. De son côté, la maîtrise de Paris est prête à redonner de la voix. La dernière fois qu'il a pénétré à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, Henri Chalet, le chef de chœur, portait un casque et des bottes et faisait face à des échafaudages géants. C'est assez époustouflant de voir la blancheur de cette pierre et la beauté de cette cathédrale retrouvée. Je ne suis pas très inquiet sur l'acoustique qu'on connaissait avant et qu'on va retrouver. Pour fêter la réouverture de Notre-Dame, la maîtrise promet une saison grisante, des concerts tous les mardis soirs célébrant 1000 ans de répertoire, du Requiem de Mozart à la Passion selon Saint Jean de Bach, 150 choristes accompagnés du grand orgue sauvé des flammes et des eaux. L'orgue qui est en train d'être restauré, tous les tuyaux sont arrivés, mais il faut imaginer qu'il y a plusieurs nuits de travail pour réaccorder les tuyaux. Pourquoi la nuit? Parce que dans la journée, il y a les travaux, et donc pour accorder les tuyaux un par un, il y en a quand même eu 1000, il faut du silence, et donc ce travail est encore en cours. La cathédrale toujours en chantier, impossible pour la maîtrise d'y répéter. Dès que la moindre minute sera libre, on ira évidemment pour reprendre un peu nos marques. Il faudra encore un peu de patience. Il y a 5 ans, en voyant Notre-Dame en proie aux flammes, l'inquiétude de la voir s'effondrer nous avait donc saisi d'effroi. Puis était venue la peur de ne jamais plus la revoir dans toute sa splendeur. À quoi ressemblerait Paris sans elle, qui a mis 2 siècles à sortir de terre? Mais ce n'est pas aujourd'hui que Notre-Dame sombrera, la voilà restaurée, les portes de nouveau ouvertes. N'oublions pas tous nos artisans et leur savoir-faire qui ont su lui redonner vie. Après ces 8 siècles d'existence, ce n'est finalement pour elle qu'une nouvelle page qui se tourne dans son immense histoire. Hier enflammée, éventrée, aujourd'hui, Notre-Dame de Paris renaît. Vous venez d'écouter Le Grand Défi de Notre-Dame, un podcast européen au cœur de l'actu. Cette série vous a été présentée par Pascal Praud. Écriture et production, Caroline Garnier. Réalisation, Christophe Davio. Supervision, Julien Pichenet. Promotion et coordination des partenariats, Marie Corpet. Archives, Raphaël Mariat, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Découvrez nos épisodes bonus consacrés à Notre-Dame sur toutes vos plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.